Alors on voulait vous faire une vidéo des 10 000 km. Alors ça c'est un échec. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que là on est à 13 000. On roule de trop. Bon, on va quand même vous faire une vidéo d'un bilan à 13 000 km. Donc c'est peut-être la première vidéo de toute la chaîne YouTube qui va faire un bilan d'une Tesla Model Y grande autonomie à 13 000 km. Alors, les 13 000 on va les passer ensemble. Donc déjà c'est un privilège pour moi de vous inclure, que vous soyez inclus dans cette vidéo et de vous avoir avec moi. Alors pour resituer très rapidement, on est passé donc d'une Passat Break, une Passat B7, donc génération autour de 2012, à une Tesla. Donc c'était un TDI très traditionnel, 140 chevaux, un vrai plaisir à rouler avec une boîte DSG qui allait bien. Enfin voilà, c'était un véhicule qui était vraiment très confortable. La seule chose qu'on connaissait de la conduite autonome, c'était le Line Assist de chez Volkswagen de l'époque. Je pense qu'il a bien progressé depuis, qui est une sorte de système de flipper. Hein. Si vous touchez la ligne, la voiture vous donne 3 coups de volant et puis après vous rend la main après avoir sonné et vous avoir signalé qu'il fallait vous réveiller. Donc voilà, on est passé d'une voiture qui était très confortable, parfaite pour rouler sur des grands trajets, on n'a jamais été fatigué, à une voiture électrique. On s'est posé plein de questions, on a étudié plein de choses, en particulier ce que représentaient nos trajets principaux. Alors les trajets on va dire quotidiens qu'on fait autour de la maison, ceux-là ils sont triviaux, ils posaient aucune question. Les trajets qui en posaient plus, ils sont de 3 types. Premier type, c'est un trajet qui nous fait faire environ 350-400 km qu'on fait 2-3 fois dans l'année. Second type, c'est un très grand trajet qu'on fait l'été qui nous fait traverser la France de part d'est en ouest quasiment et qui nous fait faire 1200 km d'une traite. Donc ce trajet-là nous a posé des questions parce que c'était celui qui allait, je pense, dans notre expérience, nous changer le plus nos habitudes que de chameau de diesel où on y mettait un plein et on faisait quasiment 1000 km. Et cet argument des 1000 km, on le verra plus tard, il revient régulièrement. Et d'autres trajets donc plus intermédiaires, dont le dernier que je vous ai présenté, qui est un trajet vers les montagnes par exemple, ou des trajets qui vont faire 600-700 km. Donc on va dire intermédiaire. Ça c'est l'état des lieux. Alors, bilan des courses. Est-ce que rouler à l'électrique change radicalement nos habitudes de conduite? Non. La réponse est non. Ça ne les change pas parce qu'on ne s'est pas restreint à faire ces parcours-là. Donc on n'en a plus la crainte. On est très sincèrement au tout début, on avait des appréhensions, que ça se passe mal, qu'on ait du mal à charger, qu'il y ait des choses qui soient en panne, qu'on soit nous-mêmes en panne. Donc rien de tout ça pour l'instant nous est arrivé. En 13 000 km, encore une fois, on n'est pas taxi, hein, on n'a pas fait 100 000, 200 000, 300 000 km avec le véhicule. Donc on a une expérience qui se veut quand même relativement modeste mais mon point de vue qui reste assez humble vis-à-vis de cette technologie quand même. Mais tous ces trajets se sont bien passés. Qu'est-ce qui a changé quand même? Il a changé que les trajets se planifient. Alors avant on les planifiait un peu quand même parce qu'on avait des enfants en bas âge et qu'on essayait de viser, alors on va s'arrêter à telle heure pour le goûter, telle heure pour déjeuner, telle heure pour dîner, etc. Il y avait de la planification, mais c'était pas forcément une planification qui était une planification fine, au sens où une heure pour déjeuner ou une heure pour le goûter, on pouvait ajuster. Là, du fait quand même qu'on recherche à optimiser quand même les temps de parcours, on ne va pas systématiquement s'arrêter sur des aires Tesla telles que le planificateur Tesla tend à nous y amener. Alors c'est chouette hein, que le planificateur Tesla nous amène sur ces aires, pas sur ces superchargeurs, mais le principal défaut des superchargeurs, c'est qu'ils sont bien souvent un petit peu éloignés de l'autoroute. Donc vous allez sortir de l'autoroute, vous allez faire 5 km dans un sens, 5 km dans l'autre, et arriver dans le meilleur des cas sur le parking d'un hôtel Ibis, mais sans trop de solutions pour vous restaurer de façon simple, si vous avez juste besoin de faire une halte technique
Bon, oui, ici, vous pouvez toujours aller prendre une consommation à l'hôtel. Voilà, c'est pas forcément dans nos habitudes. Donc on va, sur certains trajets, dans nos choix, vous l'avez vu sur d'autres vidéos, on va avoir tendance à aller sur des aires qui sont sur les autoroutes. Voilà, les aires sur les autoroutes, elles ont cet avantage-là d'être maintenant nombreuses, elles sont fonctionnelles. On a eu quelques petites mésaventures, mais voilà, qui sont voilà, c'était des petites mésaventures, toutes petites. Ça fonctionne et ça charge, mais c'est aussi beaucoup plus cher. C'est globalement, c'est pas du simple au double, mais on s'en approche quand même. Là où sur je vous remettrai les chiffres, hein, mais l'ordre de grandeur sur une aire de charge Tesla, c'est entre 35 et 40 centimes. Là où sur une aire de charge sur autoroute, bah, ça va plutôt être au-delà de 50 centimes le kilowattheure. Donc voilà, c'est un choix de confort, c'est un choix de confort qu'on fait, de ne pas sortir systématiquement. On le fait quand c'est pratique, on le fait quand les aires de recharge Tesla sont par exemple sur des centres commerciaux, ça c'est fréquent, et donc après on y trouve toutes les commodités dont on a besoin. Mais voilà, ça a changé nos habitudes à ce niveau-là. Est-ce qu'on perd du temps à circuler en véhicule électrique sur des longs trajets de par les recharges? Alors, j'ai pu dire qu'on n'en perdait pas de temps. Ça reste vrai. Ça reste vrai à partir d'une certaine limite. Je m'explique. À partir du moment où, selon l'heure à laquelle vous prévoyez de partir, vous avez prévu une pause pour déjeuner, pour dîner, une pause relativement longue. Ben voilà, dites-vous que dans ces conditions-là, vous allez arriver à parcourir, en tout cas là je peux donner que le retour d'expérience sur le modèle Y grande autonomie, vous allez arriver à parcourir environ, en faisant cette pause-là, 600 km avec une pause. En partant chargé à 100% et en n'ayant pas grand-chose à l'arrivée. Donc vous allez faire une pause, vous l'auriez faite de toute façon, et là ça vous change rien. À partir du moment où la distance est plus longue, ou que vous avez une contrainte, comme je vous l'ai fait intervenir dans ma précédente vidéo, à savoir une contrainte de quantité une charge à l'arrivée non nulle, ou alors vous ne partez pas avec la batterie pleine pour ces trajets par exemple de 600 km, là vous allez être obligé au bout de 2h30, on va dire 2h30, 3h, de faire un arrêt. Et cet arrêt-là, s'il ne correspond pas à une pause goûter, par exemple parce que vous n'êtes plus en journée, mais parce que vous êtes en pleine nuit, eh bien vous allez devoir faire un arrêt qui va durer 20-25 minutes. Et cet arrêt de 20-25 minutes, eh bien, ça va être une perte sèche. Parce que voilà, pendant cet arrêt-là, oui, vous allez faire une petite pause technique, mais ça va pas aller au-delà de ça. Le reste du temps, vous allez sécher dans la voiture 20 minutes. Et c'est pour ça qu'il prévoit des jeux, c'est pour ça que bon, de toute façon on s'ennuie pas. Mais voilà, il y a quand même, sur certains trajets, vous l'aurez, indéniablement, une perte de temps liée à la recharge. Voilà. Donc reprenez mes anciennes vidéos. Je pense que j'ai dû tenir des propos qui disaient vous ne perdez pas de temps, etc. Bah, à cette époque-là, on n'avait pas eu d'expérience de ce type-là. Mais il y a bien des situations où vous allez perdre un peu de temps. C'est la vie, c'est comme ça. Cette perte de temps, ça dépend de trajet que vous allez faire, hein. C'est sûr que si vous faites 4000 km, des situations où vous allez devoir passer 25 minutes dans la voiture à attendre, elles vont se répéter. Donc c'est indéniable, recharger fait perdre un peu de temps sur vos parcours. Maintenant, ça vous impose aussi des pauses. Ça vous impose aussi de faire des arrêts que vous n'auriez pas forcément fait précédemment. Et et pour le coup, alors, soit c'est parce que la voiture est reposante, soit j'ai pas vécu ce genre de situation encore comme j'ai pu le vivre avec ma précédente voiture thermique. Mais j'ai pas eu à souffrir de coups de barre, de gros coups de barre, comme j'ai pu en avoir précédemment. Donc est-ce que c'est le fait de s'arrêter peut-être un petit peu plus fréquemment, s'oxygéner, j'en sais rien. Donc, en tout cas voilà, ou d'être plus assisté, je saurais pas le dire. Donc parlons un petit peu justement de toute la partie assistance. Alors j'espère ne pas vous influencer
et que vous partiez dans des mésaventures. Mais de la même manière que je ne connaissais pas la qualité de l'assistance offerte par la Tesla, ça représente aujourd'hui pour moi l'autopilote dans sa version de base un sacré outil d'aide à la conduite et un outil qui fonctionne bien. Alors contrairement à pareil de la même façon à ce qu'on peut lire, c'est de fonctionnement compte tenu du nombre de kilomètres parcourus d'un fonctionnement très très exceptionnel. Et le dernier parcours qu'on a fait et que je vous ai partagé, où le retour se faisait sous la pluie, de nuit, dans des conditions de la petite tempête là qui est passée sur la France, c'est impressionnant la capacité qu'a la voiture à continuer à voir les lignes dans la pluie, sous la pluie, dans la nuit. Je sais pas comment elle fait. En vérité, je sais pas comment elle fait pour arriver à voir les marquages au sol, alors que même nous, avec nos yeux, on les voit plus. Donc, est-ce qu'il y a un projecteur en plus d'une caméra? En fait, j'arrive pas à saisir la techno de caméra qui est utilisée, qui permet de voir dans des conditions de visibilité très 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 réduite le suivi des lignes. En tout cas, elle continue de suivre les lignes, elle le fait bien. Et ça, je lis, je continue de m'intéresser à ce qui se dit sur ce véhicule. Il y en a beaucoup qui disent non, moi l'autopilote je ne l'utilise plus, c'est trop dangereux, etc. Je vais vous tenir un discours qui va être un peu à l'opposé. Moi l'autopilote je l'utilise intensivement et pour moi ça constitue à la fois une aide à la conduite, un outil de sécurité qui est remarquable. L'autopilote sécurise des cas de distraction aussi, disons-le. La surveillance des angles morts, vous allez vous faire alerter. Vous allez récemment, là, ils ont rajouté les petites bandes rouges. Quand vous avez des voitures dans l'angle mort, mine de rien, ça a au moins deux usages. Le premier, c'est que ça vous signale les voitures dans l'angle mort. Le second, c'est que si vous êtes tenté de vous rabattre un peu trop près de la voiture, ça vous le signale aussi. Donc ça aide à la courtoisie. Donc voilà, l'autopilote et les aides à la conduite, moi je les trouve exceptionnelles. Alors, j'ai pas été tester les assistances en situation d'urgence, donc les freinages d'urgence, et toutes les manœuvres d'évitement qu'elle pourrait être tentée de faire. Ça, j'ai pas eu à expérimenter. De temps en temps, ce qui se passe dans les petites rues un peu tortueuses avec des chicanes qui sont liées au changement de sens de circulation et au stationnement. Lorsqu'on arrive en face d'une voiture, là, elle se met à biper, à alerter, mais voilà, elle va pas jusqu'au freinage. Donc on va dire sur tout ce qui est assistance et outils de sécurité, j'ai pas tout testé et j'en suis bien content. J'espère ne pas avoir à les tester. Ça fonctionne. Après, donc, sur ce qui fonctionne pas, il y a quand même des choses qui fonctionnent pas. Les essuie-glaces. Bon, alors c'était la cata. Les essuie-glaces, c'est la cata. Pourquoi? Les essuie-glaces, c'est la cata parce que avant la mise à jour qui arrivait à Noël, les essuie-glaces étaient en automatique dès l'instant que votre autopilote était en automatique. Alors pour ceux qui n'utilisent ni l'autopilote, ils peuvent désactiver les essuie-glaces. Donc du coup, ils avaient la chance de ne pas jamais avoir les essuie-glaces qui se déclenchaient en plein jour, en plein soleil, pensant qu'il pleuvait. Donc là, pour eux, c'était bien joué. Bon, en l'occurrence, pour tous les autres, ceux qui servent de l'autopilote, en plein soleil, parfois, il y avait déclenchement des essuie-glaces sans aucune raison et sans capacité réelle de l'arrêter, hormis en désactivant l'autopilote et en coupant les essuie-glaces. Donc ça, pour moi, c'est le point, qui ridiculise un petit peu la marque et le jusqu'au-boutisme Tesla, dans le sens où il y a des choses qui existent sur le marché chez les équipementiers automobiles pour gérer les essuie-glaces en auto. Pourquoi avoir voulu réinventer un truc compliqué qui marche pas, qui doit dépenser de l'énergie folle à l'amélioration pour arriver à faire fonctionner un truc qui est certainement mal conçu du début. Il y a certainement des tripotés d'ingénieurs qui essayent de développer un logiciel qui va faire je sais pas quoi, d'ailleurs. Compter les gouttes, mais quand c'est de la bruine, ça marche pas. Quand c'est trop gros, ça suffit. Bon, c'est un peu ridicule.
On va dire que quand il pleut, ça marche pas trop mal. Voilà. Quand il pleut, les essuie-glaces fonctionnent bien. Vous avez la possibilité en un clic, en appuyant sur le bouton du Komodo, de le déclencher manuellement une fois. De temps en temps, vous êtes quand même amené à le faire manuellement. C'est un peu triste. Encore une fois, moi j'aurais préféré quelque chose de simple. Avoir un mode auto où on peut régler la vitesse du mode auto, comme ce qui se fait sur la plupart des véhicules. Tant pis, c'est comme ça. Deuxième chose qui marche pas bien aujourd'hui, mais qui est pas que je trouve pas handicapant, mais pareil, qui décrédibilise un petit peu ou qui ridiculise, ça dépend comment vous voyez les choses. C'est la partie phare. Alors les phares éclairent correctement. Maintenant, j'ai découvert que les phares, il fallait les régler soi-même. Bon, déjà, personne n'est équipé correctement d'un outil de mesure suffisante pour régler ses phares. Et le précédent véhicule que j'avais, quand on mettait le contact, les phares, ils se calibraient selon le plan. Enfin, je suppose le plan horizontal de la voiture, il réglait les phares, boum, c'était réglé, vous pouviez rouler avec. Là, en l'occurrence, bon, il y a quand même pas mal de plaintes sur le réglage initial des phares. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous réglez vos phares quand vous avez la voiture pour les baisser un petit peu. Je me fais pas tellement injurier par les véhicules que je croise en face, donc je vais supposer qu'ils sont correctement réglés. Mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Le réglage un petit peu trop haut d'usine des phares. Bon, ça c'est le premier truc. Pourquoi ces phares ne sont pas réglés automatiquement? Deuxième point qui est bizarre quand même au niveau des phares, c'est le passage en feu de jour, feu de croisement plein phare. Où là de la même façon, c'est quand même un tout petit peu sensible, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'à moins que vous soyez sur une route de campagne en pleine nuit noire, sans aucun panneau, sans aucune lumière au loin, sans rien du tout, sans aucune bande réfléchissante, vos phares ils passent leur temps à mettre plein phare. Dès qu'ils sont plein phare, ils voient un truc au loin qui clignote, ils éteignent. Donc voilà, les pleins phares vous les avez quand même très rarement allumés. Est-ce que on n'aurait pas pu gérer nous-mêmes les pleins phares, comme ça se fait quand même bien souvent? Bon, je sais pas. Vous pouvez le faire quand même, hein. Vous pouvez quand même forcer les pleins phares avec le Komodo, tout comme vous pouvez les enlever. Mais c'est pas encore génial, hein. C'est pas encore génial la gestion des pleins phares. Les feux Matrix LED, la promesse, bon pareil, hein, il y a les feux Matrix LED, mais ils sont pour l'instant pas adaptatifs. En tout cas, ils s'adaptent pas au croisement des véhicules qui viennent en face. Donc voilà, les phares, c'est pas fou, c'est perfectible en tout cas. Est-ce que ça pourra l'être avec le hardware actuel de mon véhicule? Ça, j'en sais rien. On peut être amené à en douter. Mais bon, voilà, c'est pas, ça rend pas dingue hein, quand même. Faut pas exagérer. Ah ben, on va continuer de parler de choses qui fâchent. L'aide au stationnement. Donc l'aide au stationnement qui a fait doucement rigoler ou pleurer ceux qui ont reçu leur véhicule. Dépourvu de radar ultrason, donc pareil, ça jusqu'au boutisme Tesla. La mise à jour de Noël a fait arriver une modélisation 3D de l'environnement. Alors ça, je l'avais senti, je l'avais pressenti que c'était possible. C'était possible parce que mathématiquement c'est possible. En traitement de l'image, on peut, à partir du moment où on prend des images qu'on connaît rigoureusement, les angles du volant, la vitesse, etc. On est capable de déterminer entre deux images les déplacements. La voiture est capable, même si c'est un peu sioux, de repérer des points significatifs et de calculer une représentation de 3D de l'environnement. C'est de la stéréographie, c'est pas simple et ça commence à fonctionner. Alors la version actuelle, elle est plutôt peut-être pas encore totalement aboutie, souhaitons-le. Mais en tout cas, ça vous modélise une représentation 3D de l'environnement qui vous permet maintenant de mieux voir. Alors est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse faire confiance à 100% à ce système? Moi je pense que non, on va encore avoir pas mal de jantes qui vont être déglinguées. Mais voilà, il y a quand même des choses qui ont progressé. À ce niveau-là, c'était possible, ils l'ont fait.
Est-ce qu'ils ont eu raison d'enlever les radars sur les pare-chocs? Moi, je pense que non. Je reste convaincu qu'encore une fois, faut pas réinventer des choses qui marchent. Il y a tellement de choses à faire sur ce qui n'a pas été inventé qu'à mon avis, ça aurait dû être ça leur cheval de bataille. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Dans les points positifs, et ça rejoint un petit peu le ratio que j'évoquais tout à l'heure, entre ok, la voiture électrique, c'est des contraintes, c'est un usage différent. Ça peut être pour certains aspects ou pour certains des contraintes, mais c'est aussi un agrément de conduite. Et sincèrement, alors c'est très difficile à expliquer, mais c'est un vrai plaisir de conduire ce véhicule ou de se faire conduire selon comment on voit la chose. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se fait plus conduire qu'on conduit le véhicule sur plein d'aspects. Et pour le coup, ça correspond à ma façon de voir la route. Plus elle sera automatique, plus j'aurai du temps pour faire autre chose, penser à autre chose et voire me distraire complètement de la conduite, mieux ce sera. Et je pense que ce sera pas sur cette génération-là de véhicules que j'arriverai à atteindre ce type de conduite-là, mais on est quand même en train de s'en approcher. Et pour le coup, ça rend les voyages très agréables pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. Franchement, voilà, tout le monde a plaisir à rouler dans le véhicule. Je dis pas que c'est une fête, mais ça reste quand même un moment à partager en famille qui n'est pas désagréable et qui est attendu et faut pas exagérer quand même. Ça reste une circulation en voiture, mais voilà, qui est pas subi comme une contrainte. Et c'est important. Et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et le plaisir de conduite n'était pas le cas avant, même si la voiture était très agréable, c'était quand même pas ça. Est-ce que c'est lié au silence relatif quand on est à basse vitesse? Est-ce que c'est lié à cette impression, cette pseudo-sportivité qu'on a quand on appuie sur l'accélérateur? J'en sais rien, c'est certainement même un tout. C'est certainement un tout. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de prendre la route. On se sent en sécurité et voilà, c'est très très chouette à expérimenter. J'allais terminer cette vidéo sans conclusion, ce qui est pas du tout professionnel pour une chaîne qui se veut l'être. Rendez-vous compte, 700 abonnés, 2000 à 10 000 vues par vidéo. Donc voilà, on pouvait pas vous faire ça. Donc déjà, on est la première vidéo certainement de YouTube qui fait un bilan de la Tesla Model Y grande autonomie à 13 000 km. Donc en ça, c'est une grande joie pour nous. Et également, voilà, moi ma conclusion, ça va être qu'il y a une ambivalence. Et rien que le terme ambivalence, je voulais le placer dans une vidéo. Je pense qu'on le voit pas assez souvent. Ambivalence entre ce qu'on aime, détester dans la voiture, j'en ai parlé, et ce qu'on aime. Voilà. Donc les fanboys que nous sommes avons peut-être l'esprit trop des œillères. On voit pas les défauts, on voit pas ce qu'il y a de mieux ailleurs. C'est possible. En tout cas, voilà, c'est une voiture que j'adore faire rouler, qu'on aime rouler en famille et qui reste extrêmement agréable et confortable et pleine de qualité et également pleine de défauts. Mais je pense qu'on aura beaucoup de mal à trouver un véhicule qui en soit dépourvu. Voilà, donc c'est ma conclusion. Faites-vous votre propre idée, partagez vos idées dans les commentaires si vous le souhaitez, partagez vos a priori si vous le souhaitez. Partagez vos expériences aussi, les commentaires sont là pour ça. Si le programme vous a plu, ma foi, récompensez-le avec un petit pouce bleu, ça fait plaisir à tout le monde. Et également, si vous voulez suivre nos vidéos ou également encourager notre petit programme, de la même façon, n'hésitez pas, abonnez-vous. Chaque nouvel abonné est pour nous une récompense pour ce petit travail et ce temps qu'on consacre à transmettre soit nos connaissances, soit nos expériences, voilà, dans un état d'esprit de partage. Voilà, merci beaucoup de suivre ce programme et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.